Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième et dernière étape de notre axe de recherche sur le rapport au travail. Malheureusement, la crise sanitaire actuelle nous empêche de nous retrouver dans nos locaux habituels à Louvain-la-Neuve. Néanmoins, nous espérons que cette vidéo vous permettra de vivre à distance un moment de réflexion tel que vous auriez pu l'expérimenter en présentiel. Si vous vous dites « Mais attends un peu Marine, on en était où déjà? C'est quoi encore ce truc ?» Pas de panique! Voici un petit rappel des objectifs de la recherche ainsi que des étapes précédemment franchies. L'objectif de cette recherche est de caractériser le rapport au travail dans notre société actuelle et leurs enjeux en termes de gestion. Pour ce faire, rappelez-vous, nous avions défini 3 sous-objectifs. Caractériser le rapport au travail actuel au regard des transformations du travail de ces dernières années. Identifier les enjeux soulevés par ce rapport au travail en termes de rapport au temps, à la technologie ou encore à l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Et enfin, offrir une réflexion critique sur le rapport au travail actuel et la nécessité ou non d'encourager certains types de rapports au travail dans les organisations actuelles. Pour ce faire, rappelez-vous, nous nous sommes tout d'abord réunis dans un premier workshop pour prendre connaissance des principaux résultats d'études menées sur le sujet et choisir collectivement les dimensions ou les questions spécifiques que nous allions investiguer dans la suite de la recherche. Ainsi, John Culcio, docteur en sociologie, a partagé avec nous ses recherches et réflexions sur le sujet, notamment la typologie de rapport au travail que nous avions énormément discuté. Par ailleurs, nous avons cadré les différentes dimensions du rapport au travail grâce aux travaux de Daniel Mercure ou encore de Dominique Méda et Patricia Vendramin. À la suite de ce premier workshop, nous avions donc redéfini ensemble notre question de recherche de la façon suivante. Dans quelle mesure le contexte organisationnel induit-il des normes en termes de rapport au travail et comment les individus se positionnent-ils au regard de celles-ci? Suite à ce premier workshop, nous avons réalisé 3 focus group dans lesquels nous avons invité des travailleurs de chacune de vos organisations en veillant à rendre les groupes les plus hétérogènes possibles. Ces focus group ont ensuite été retranscrits, analysés et les résultats vous ont été présentés lors du deuxième workshop le 19 février. Ça vous paraît lointain aussi? Allez, ok, voici un petit récap rapide. Les focus group mettaient en évidence des représentations du rapport au travail diverses, qui concernaient différentes dimensions telles que l'individu et son parcours de vie, le travail exercé et son contenu, et enfin le contexte organisationnel. Nous vous avions ainsi expliqué comment le rapport au travail semblait être une construction singulière pour les individus, composée d'une part de l'individu et son parcours de vie, par exemple son âge, sa situation financière ou familiale, etc., mais aussi de son travail et son contenu, tels que les exigences liées au travail, les objectifs ou encore le métier. Ensuite, et pour donner des éléments de réponse concrets à notre question de recherche, nous nous sommes intéressés à l'influence du contexte organisationnel sur le rapport au travail individuel. Là, nous avons suggéré l'existence de 2 grands types de normes influençant le rapport au travail. D'une part, celles qui émanent de l'environnement organisationnel et définissent clairement des attentes en termes de rapport au travail, et d'autre part, les normes davantage implicites qui semblent émaner de certaines formes d'organisation du travail particulières. Nous avons ainsi identifié différentes normes émanant du contexte organisationnel que nous avons mises en relation avec les différentes dimensions du rapport au travail. Nous nous sommes aussi intéressés aux réactions des individus par rapport à celles-ci, et cet exercice permet de mettre en évidence l'existence de tensions entre les différentes normes en présence. Vous retrouverez bien sûr tout le détail sur ces normes ainsi que la manière dont les individus se positionnent par rapport à celles-ci dans le rapport de la recherche. Bref, revenons à nos moutons. Suite à ce deuxième workshop, la dernière étape de cette recherche était l'élaboration d'une réflexion critique sur le rapport au travail actuel et la nécessité ou non d'encourager certains types de rapports au travail dans les organisations actuelles. Pour enrichir notre réflexion, nous avons invité 2 experts issus de disciplines différentes à partager avec nous leur regard
sur notre question. Pour le point de vue juridique, nous avons rencontré Oriane Lamine. Oriane est juriste spécialisée en droit social et philosophe. Elle est professeure à l'Université de Louvain où elle enseigne le droit du travail belge, européen et international. Elle est membre de l'atelier de droit social du CRIDES à l'Université de Louvain et chercheuse associée du CERCRID à l'Université Saint-Étienne en France. Ses travaux récents portent sur la réglementation des relations de travail dans les entreprises transnationales, les évolutions des systèmes européens de négociation collective et les nouvelles formes de travail dites atypiques, en particulier le travail par l'intermédiaire de plateformes numériques. Impressionnant, n'est-ce pas? Et pour le point de vue sociologique, nous avons invité le professeur Bernard Fuselier, dont le CV est tout aussi exceptionnel. Bernard est docteur en sociologie. Il est directeur de recherche FNRS et professeur extraordinaire à l'UC Louvain. Il y enseigne notamment la sociologie des organisations dans le master de la faculté ouverte de politique économique et sociale. Parmi d'autres responsabilités institutionnelles et scientifiques, il co-anime le Gender, Work and Family Research Network de la Society for the Advancement of Socioeconomics. Ses travaux de recherche analysent tout particulièrement l'interférence entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages et vient de publier Journal de bord d'un transclasse, récit d'une improbable traversée des classes sociales aux éditions La Boîte à Pandore. Nous les avons donc invités à réfléchir avec nous à la question du rapport au travail. Tout d'abord, nous leur avons demandé, mais avant de parler de rapport au travail, pouvez-vous nous dire, pour vous, le travail, c'est quoi? Cours de droit du travail, la première chose que je fais avec mes étudiants, c'est que je leur montre des slides très différentes les unes des autres. Une femme qui est en train d'accoucher, un livreur coursier à vélo, des étudiants, des sportifs, une prostituée. Et je leur demande de voter est-ce que c'est du travail, est-ce que c'est pas du travail, et de dégager un critère qui leur permette de trancher cette question-là. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'exercice, c'est que d'emblée, avant même de commencer le cours de droit du travail, on voit apparaître des réactions assez variées. Il y a débat autour de ce que ça recouvre le travail et plus précisément ce que ça recouvre un bon travail, un travail de valeur, un travail qu'on devrait promouvoir. Donc, et ce que je veux faire évidemment apparaître à travers cet exercice, pour déjà un petit peu les sensibiliser, c'est que alors, d'une part, il n'y a pas de définition absolue, que le travail, et donc aussi le rapport au travail, c'est quelque chose qui est profondément lié à un contexte donné, un contexte socio-économique, et donc nécessairement, ce qui entre dans l'ensemble travail ou ce qui entre dans l'ensemble du bon travail, ça fait sujet à débat, et ce débat doit être mené. Le deuxième point sur lequel j'insiste alors, c'est que le droit social, et par droit social, j'entends le droit du travail, individuel, collectif, et le droit de la sécurité sociale, il ne réglemente qu'une partie de l'ensemble du travail. Il réglemente le travail, donc une activité humaine délimitée, contre rémunération, et également sous la direction, qui est exécutée sous la direction d'un employeur. Et donc, on perçoit déjà que le droit du travail, en fait, n'encadre qu'une partie de l'ensemble de ce qu'une société considère comme étant le travail. Et le droit du travail est aussi porteur de certaines idées de ce qu'est un travail de valeur. Et le dernier point sur lequel je veux les amener avec ce premier exercice, c'est l'idée qu'il y a un dialogue très fort, et je réinsisterai là-dessus en répondant aux autres questions, un dialogue très fort entre l'évolution des pratiques et des conceptions de travail et le droit en particulier du travail. Il y a un véritable dialogue qui fait que le droit, d'une certaine manière, reflète toujours ce qui, dans une société, est considéré comme du travail d'une part et un travail de valeur d'autre part, et qu'en retour, le dialogue marche dans les deux sens. Le droit vient s'imprimer sur les pratiques de travail. Il les informe, il leur donne une direction, il les contraint,
et aussi potentiellement il les inspire à se transformer. Donc il y a ce véritable dialogue entre pratique et droit. En fait, c'est une excellente question parce que la définition de la catégorie de travail ne va pas de soi. Même si nous avons spontanément l'impression de savoir de quoi on parle, en fait, il y a deux grandes conceptions qui s'opposent. Il y a d'abord le travail, en quelque sorte, comme construction historique de ce qui est productif et de ce qui ne l'est pas. Dans la société salariale, le travail a été défini comme équivalent à l'emploi. La deuxième conception, c'est que le travail est un invariant anthropologique qui, selon mes termes, recouvre finalement toute activité humaine, on pourrait dire dépense d'énergie, qui lutte contre l'entropie. Alors, vous le savez, l'entropie, c'est le processus par lequel un système qui est laissé à lui-même soit se dégrade, soit revient à son état initial. Si je n'entretiens pas mon jardin, il va revenir à un état de nature. Si je n'entretiens pas ma maison, elle va se dégrader. Et ces deux conceptions sont articulées, mais en tension. Par exemple, on distingue généralement le travail productif, la production des biens et des services, et le travail reproductif, la reproduction biologique et la reproduction de la force de travail. Les féministes du dernier quart du XXe siècle ont bien montré combien de travail reproductif opère dans la sphère privée et est assuré prioritairement par les femmes. Et ce travail reproductif est une condition du travail productif dans la sphère publique assurée prioritairement par les hommes. On parle ici de division sexuelle du travail productif et reproductif. Le propos féministe était alors de sortir les femmes du sexage, pour prendre un concept de Colette Guillaumin, donc une forme d'esclavage sexuel, pour qu'elles puissent s'émanciper sur le marché de l'emploi. Ce faisant, ces études féministes articulent et hiérarchisent les deux formes de travail, l'une dont il faut se libérer, l'autre à laquelle il faut accéder. Autrement dit, elles participent, ces féministes, à rendre visible une forme de travail, le travail reproductif, domestique, longtemps invisibilisé, mais en lui accordant une valeur négative, puisque relevant de l'exploitation des femmes par les hommes, donc de la domination masculine. Par conséquent, ces études féministes contribuent à la fois à soutenir la suprématie des activités dites productives sur toutes les autres formes de production, renvoyées dans la reproduction, et à disqualifier ce qu'on peut appeler le reste à faire hors emploi. Or, en France, par exemple, l'INSEE chiffrait ce reste à faire à 60 milliards d'heures cumulées, soit près de 2 fois plus que le temps de travail lié à la production marchande. Donc la définition restrictive et historique du travail n'exprime en quelque sorte que le sommet émergé de l'iceberg travail. Et il est évident que la doxa économiciste continue à nous faire croire qu'une personne est active si et seulement si elle est en emploi ou présente sur le marché de l'emploi, et elle est inactive dans tous les autres cas, même si elle est très active de fait dans l'éducation de ses enfants, dans l'animation d'une association citoyenne, culturelle ou sportive, dans des solidarités de voisinage, dans des soins accordés à des proches, etc. Donc, pareille conception produit, au moins symboliquement, des inutiles au monde, puisque la seule activité reconnue comme travail est l'emploi. Pendant, on est en train d'assister à son épuisement, le chômage structurel, précarisation, croissance des inégalités sociales, mais aussi des insatisfactions grandissantes, le phénomène devenu massif du burn-out, la problématique de la conciliation travail-famille de plus en plus médiatisée, etc. Et donc on assiste au lent basculement vers un nouveau régime d'activité. Et d'ailleurs, les politiques publiques reconnaissent petit à petit d'autres formes de travail à travers des dispositifs tels que le congé parental, le congé éducation payée, le statut de conjoint aidant proche, le crédit temps, etc. Et donc, au regard de cette définition du travail, c'est quoi le rapport au travail dans votre discipline? Me paraît, c'est qu'il n'y a pas un rapport au travail, il y a la coexistence d'une multiplicité de rapports qu'un travailleur peut avoir avec son propre travail. Donc je précise déjà un petit peu, c'est pas le rapport au travail dans l'absolu, c'est le rapport qu'un travailleur peut avoir avec son propre travail. Et ce qui est un peu étonnant d'emblée, c'est que ces différentes conceptions du rapport au travail, elles ne semblent pas toujours compatibles entre elles. Et pour moi, cette incompatibilité, elle s'explique parce que nous sommes les héritiers des conceptions du travail et de formes prises par l'activité travail très différentes à travers l'histoire.
le travail des esclaves n'était pas celui des serfs dans l'Ancien Régime, des artisans, des corporations et de l'ouvrier de l'usine. Pourtant, tous étaient impliqués dans du travail et avaient un certain rapport au travail. De même, les conceptions de ce qu'est le travail et ce qu'est un travail de valeur ont évolué à travers l'histoire. Et aujourd'hui, dans la société occidentale, on est les héritiers de toutes ces conceptions. Donc, il y a des tas de conceptions qui coexistent. Et souvent, on remarque d'ailleurs que les conceptions du travail et du rapport au travail qui dominent dans une société donnée, elles renforcent aussi les formes que prend le travail. Donc, c'est toujours ce dialogue entre des conceptions et des pratiques. Alors, quelles sont ces conceptions qui coexistent, selon moi, du rapport au travail? Eh bien, d'abord, un rapport au travail que je qualifierais de rapport d'abstraction. Alors, ça devient c'est peut-être un peu théorique, mais en fait, ça peut être illustré de cette façon. Le travail, pour le travailleur, est un objet, un bien qu'il va mettre sur un marché, le marché du travail, qu'il va soumettre à une demande. Donc c'est un bien qu'il offre et dont la valeur d'ailleurs va pas être déterminée par son utilité, mais elle va être déterminée par l'offre et la demande sur un marché du travail. Donc d'emblée, là, ici, on est dans un rapport qui est nécessairement abstrait, puisque on ne se focalise pas sur l'expérience du travail, mais bien sur une abstraction qu'est le travail, y compris pour le travailleur lui-même. Un deuxième rapport, je le qualifierais d'instrumental, et qui est lié au premier, c'est l'idée que le travail est l'instrument de la survie. À travers la rémunération, le travail permet de subvenir à ses besoins. Ensuite, et ça j'y reviendrai parce que c'est crucial dans le droit social, un rapport d'hétéronomie dans le travail. Le travail, c'est le lieu d'une activité sous les ordres de quelqu'un. Donc ça, ce serait pour moi un troisième rapport au travail qui existe dans notre société occidentale. Je vois aussi un rapport de responsabilité, un rapport de devoir du travailleur, qui est un rapport de devoir par rapport à la société. Et la meilleure illustration de ça, c'est la stigmatisation des oisifs, des chômeurs, comme quelque part ne remplissant pas leur devoir citoyen. Je vois enfin une conception du travail comme l'autre du loisir, comme un lieu qui serait donc c'est lié aussi à une forme de pénibilité, mais donc c'est l'idée que le travail, ce serait le lieu de la contrainte par opposition au non-travail qui serait le lieu de la liberté. Un rapport au travail comme outil nécessaire de reconnaissance sociale. Et enfin, on peut dire que c'est des rapports au travail qui sont auxquels sont reconnus une importance grandissante aujourd'hui. Un rapport au travail comme un lieu de réalisation de soi, de réalisation de son humanité. Alors, types de rapports au travail qui sont en général définis, il y a le rapport expressif et le rapport instrumental. Alors, le rapport expressif au travail signifie que le travail a du sens pour la personne. Elle l'accomplit car il lui donne le sentiment de réaliser quelque chose d'important, de répondre à ses désirs, de participer à son identité fière, etc. Le rapport instrumental, quant à lui, répond à une nécessité, une obligation. On le fait car on doit le faire, même si cela n'a pas beaucoup de sens en soi. Il faut bien bosser pour vivre ou nettoyer la maison pour ne pas être dans la crasse, par exemple. Il est ici important de s'arrêter un instant sur le contexte culturel au sein de notre société si on veut comprendre la mutation du rapport au travail. Alors, pour le sociologue suisse Christian Lalive d'Épinay, nous serions passés d'un ethos du devoir qui était très prégnant dans la période industrielle, disons à la grosse rouge jusqu'aux années 1970, post-68, à un ethos de l'épanouissement personnel avec l'ère post-industrielle. Alors, qu'est-ce que cela signifie?
Dans la société industrielle, culturellement, il y avait une forte valorisation du devoir social à accomplir, pouvant aller jusqu'au sacrifice de sa vie lorsqu'on était prêt à mourir pour la patrie, par exemple. La peine au travail était alors valorisée comme une condition, en quelque sorte, pour se grandir. Je suis ouvrier, mon travail est pénible et j'en suis fier. On y voit aussi la figure de la mère courage. Bref, cet ethos du devoir exprimait la force des institutions et des rôles sociaux qui nous étaient assignés. Au contraire, à partir de la fin du XXe siècle, en lien avec un processus d'individualisation, c'est-à-dire où l'unité de référence devient l'individu, et d'individuation, qui est centrée sur la production des individus, ce n'est plus tant un devoir social, même s'il reste présent, qui guide les comportements, mais la quête de son épanouissement personnel. En quelque sorte, il faut être le forgeron de son existence et s'épanouir personnellement, que ce soit dans son métier, dans son couple, dans sa parentalité, dans ses relations amicales, et, si possible, sans souffrir. Cet ethos de l'épanouissement personnel permet, par exemple, de comprendre la problématique fortement débattue aujourd'hui de l'articulation de la vie professionnelle avec la vie familiale. L'idée de sacrifice de la vie familiale pour la vie professionnelle, ou inversement, s'accepte plus difficilement. Et le défi est de taille car il remet en cause l'alternative. Je me consacre surtout à ma vie professionnelle ou surtout à ma vie familiale, renvoyant à la perspective d'un jeu à somme nulle, où ce que je gagne dans l'une, je le perds dans l'autre. On observe que la demande sociale est aujourd'hui de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, donc pas un modèle ou, mais un modèle et, qui peut être lu dans un jeu à somme croissante. Ma satisfaction dans l'une renforce ma satisfaction dans l'autre, et donc mon implication, et tout le monde y gagne. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir en tant que manager aujourd'hui. Mais alors, d'après vous, quels sont les enjeux et les évolutions du rapport au travail actuellement? Pour moi, le rapport au travail qui prédomine dans le droit du travail, celui que promeut le droit du travail peut-être partiellement à son insu, c'est d'abord ce rapport abstrait dont j'ai parlé en premier, donc d'un travail marchandise, d'un travail qui se distingue du travail dont le travailleur fait l'expérience subjective, mais plutôt un travail abstrait, une tâche identifiée, un temps qui est mis à disposition, sont des abstractions évidemment par rapport à un travail vécu. Et cette conception-là, elle se matérialise à travers l'idée même de contrat de travail, la figure juridique du contrat de travail, le contrat de travail qui matérialise une transaction entre d'une part un bien, le travail, et d'autre part une rémunération. Donc là, on a une première forme de rapport au travail perceptible et promu à travers les dispositifs. La deuxième, et c'est probablement le type de rapport au travail qui est le plus prégnant, qui est dominant dans le droit du travail, c'est ce rapport d'hétéronomie. Pourquoi? Parce que le droit du travail ne s'arrête pas au contrat de travail. Il fixe le lien de subordination. Il affirme dans son contenu même, le droit du travail, que le travailleur se situe sous l'autorité de son employeur. Dans l'entreprise, il y a une personne qui dispose du pouvoir et les autres personnes qui sont soumises à ce pouvoir, qui exécutent les ordres. L'employeur est celui qui recrute, le terme n'est pas choisi au hasard, qui définit le contenu du travail, qui donne les instructions, qui a un pouvoir de sanction, et donc qui a une espèce de pouvoir à la fois juridictionnel et de police, on pourrait dire, et qui peut aussi potentiellement, le droit donc, du travail le lui permet, de se séparer des travailleurs sans devoir donner de justification. On a donc une sphère d'activité où prédomine l'hétéronomie. Oui. Et ça, c'est incontournable. C'est la toile de fond du droit du travail. Et évidemment, lié à cette hétéronomie, ce rapport d'hétéronomie, on retrouve le rapport instrumental du travail, puisque pour le salarié, le salaire est une nécessité vitale,
de subsistance. Et donc, forcément, ça crée une dépendance économique vis-à-vis de l'entreprise qui s'ajoute à l'hétéronomie liée au lien de subordination. Donc ça, le caractère abstrait d'hétéronomie et le caractère instrumental, pour moi, sont hyper dominants derrière le droit du travail, qui est le produit, forcément, d'une économie située à un moment donné de l'histoire. Tout au long du XXe siècle, les protections du droit du travail se sont étoffées, notamment par l'action du mouvement syndical, et se sont imposées à côté des rapports de travail que j'ai décrits en amont et qui sont toujours centraux dans le droit du travail, d'autres considérations liées à la justice sociale et qui ont permis de rendre visibles d'autres rapports au travail, qui les ont vraiment sortis de leur invisibilité. Et donc, c'est vrai qu'on peut lire dans toutes les protections liées à la santé et la sécurité des travailleurs qui se sont multipliées, les limites au temps de travail, une volonté de reconnaître la dignité du travailleur dans le travail et donc assurer que ce travail soit exécuté dans des conditions qui protègent son intégrité physique et psychique. On lit aussi des impératifs de respect de sa vie privée et de son équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il y a des tas de dispositifs de droit social qui viennent privilégier ça. On trouve aussi des impératifs de meilleure redistribution des fruits de l'activité du travail entre le capital et le travail. Ça, c'est aussi un autre impératif de justice sociale. Et au travers de ces dispositifs de droit du travail, de droit social, on voit quand même reconnaître d'autres rapports au travail du travailleur qui font appel à son expérience directe, à la mobilisation de son corps dans le travail, aux implications psychiques et morales aussi de justice de son expérience de travail. Si je devais vraiment identifier des enjeux aujourd'hui qui transparaissent du droit du travail, c'est que il y a quand même une tension entre, d'une part, entre le rapport au travail qui est promu par le droit du travail des origines et dont on est encore les héritiers, qui se fonde vraiment sur une idée de subordination, d'hétéronomie et des aspirations grandissantes des travailleurs à reprendre les rênes de leur expérience professionnelle et aussi de leur destin professionnel dans son ensemble. Donc une véritable tension qui donc clairement est desservie par le droit qui continue de promouvoir des formes de rapport au travail qui ne font pas justice, c'est le cas de le dire, à la nature expressive du travail. Que tant dans le secteur privé, marchand ou non marchand, que dans le secteur public, il y a une forme de mal-être au travail. Et je pense que ça peut être intéressant d'essayer de retourner aux sources de ce mal-être. Et j'aurais tendance à en identifier 4. Un premier concerne la fragilité des emplois où les personnes passent d'un job à l'autre, dans l'insécurité permanente. Par conséquent, ces personnes ont une vie de travail parcellaire, fluctuante, morcelée, fragilisée. Et dans ce contexte, l'accent placé sur le court terme et le temps flexible rend difficile la construction d'un récit continu de ces efforts personnels et par conséquent la construction en quelque sorte d'une carrière couplée à un sentiment de continuité. Et donc on a affaire à une forme de désarroi face à une vie qui n'est pas maîtrisée, un sentiment d'échec qui renvoie à l'expérience de la dérive et de l'errance, ce que le sociologue Richard Sennett, par exemple, a très bien décrit. Une deuxième source, c'est des emplois qui peuvent être stables, salarialement corrects, même très corrects, avec un travail qui peut être épanouissant, mais dont la pression constante à la productivité et à la compétitivité engendre un hyper-investissement sans limite et qui produit un épuisement professionnel, ou burn-out au sens strict, en même temps qu'un manque de sens face à cette course effrénée dont on ne perçoit plus
la finalité. Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court, mais finalement vers où? Une troisième source de mal-être, c'est ce qu'on appelle les bullshit jobs, ou en français un peu plus poli, les emplois à la con, qui sont décrits par l'anthropologue David Crader, où non seulement on ne perçoit pas la finalité de ce que l'on fait, et où on n'a pas la possibilité de la définir, mais en plus, où on applique des procédures qui ne font pas sens. Et j'épinglerai un quatrième phénomène, c'est celui des emplois qui sont vidés de leur substance, où il n'y a plus assez de travail pour occuper les travailleurs, y compris qualifiés pendant leur temps de travail. Par exemple, à force de vouloir optimaliser l'organisation au nom de sa rationalisation, on finit par supprimer ou externaliser des tâches, laissant alors des travailleurs, parfois dans l'inactivité professionnelle et l'ennui. Et donc, c'est le fameux burn-out, un peu l'opposé du burn-out qui s'exprime ici. Et donc, face à ces constats, en lien avec la question des transformations de l'éthos, est-ce qu'il ne faut pas repenser le sens du travail? Parce que finalement, travailler a du sens s'il contribue à une œuvre collective qui produit du bien commun et du bien-être, en somme, s'il produit le sentiment d'une utilité sociale. Et comment la crise sanitaire actuelle questionne notre rapport au travail? Alors, la première question qui me semble cruciale et qui est au cœur d'ailleurs de débat aujourd'hui, c'est la question de la valeur du travail et de la manière dont cette valeur est établie. On voit bien dans la situation dans laquelle on est que la survie de notre espèce, en fait, tout simplement, elle est rendue possible par l'activité d'un tas de travailleurs qui exercent des fonctions qui pourtant, en temps normal, ne sont pas nécessairement valorisées. Et pourtant, on ne s'est jamais autant rendu compte du caractère indispensable de ces professions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit du travail, il est porteur d'une vision de marchandise du travail, comme un bien qui s'échangerait et donc dont la valeur serait établie par l'offre et la demande. Évidemment, la situation actuelle, elle nous appelle à trancher, à rompre avec cette conception du travail marchandise, à s'en émanciper encore un petit peu plus, et donc à revaloriser ces métiers indispensables. Qu'il faudra mener un débat démocratique sur les formes de travail que l'on veut promouvoir dans notre société. Et ça nous ramène un petit peu au constat que j'avais fait au départ, en fonction de la société qu'on observe, ce qu'on considère comme un travail utile, un travail de valeur, ça peut varier, ça peut évoluer. Et comme le droit est toujours une forme de reflet de ce qu'on considère comme juste à un moment donné de l'histoire, mais qui évolue, le droit doit s'adapter si les conceptions évoluent aussi. Et alors un dernier point, à mon sens, que cette crise nous fait apparaître, c'est l'importance de la sécurité sociale. L'importance des mécanismes de solidarité qu'on a construits tout au long du XXe siècle, puisqu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont privés de rémunération, privés de travail, mais ne sont pas privés de rémunération. Et il y a des tas de gens qui bénéficient d'un système de soins de santé très développé, qui est financé en grande partie par l'impôt aussi, mais par les cotisations sociales. Et donc, aujourd'hui, on a la démonstration parfaite que les politiques qui visent à détricoter les protections sociales, par exemple en octroyant des avantages de dispense de paiement des cotisations sociales, en fait, ils mettent en danger la structure même de notre système de solidarité qui pourtant est indispensable. En fait, il est extrêmement difficile de répondre à cette question car les conditions et le vécu du confinement sont très variables et peuvent produire des effets de sens opposés, tels que redéplacer le sens du côté de la vie familiale sur laquelle on s'est replié et qui est l'expression de solidarité et finalement où se révèle un sens qui était même peut-être insoupçonné au préalable, ou au contraire
vivre ce confinement en famille à un moment donné comme extrêmement douloureux, et un rappel combien le travail professionnel est important, non seulement en termes de revenus, mais aussi de vie sociale. Une chose qui est certaine pour le sociologue que je suis, c'est que le confinement renvoie assez brutalement aux conditions de classe sociale, que ce soit en termes de conditions matérielles d'existence, est-ce qu'on a un maintien ou non de revenus, en termes de logement, de patrimoine, de localisation. Moi, j'habite dans une vieille ferme avec 2 hectares, avec un accès à la rivière où je peux aller faire du kayak. En termes de capacité à s'occuper son temps, moi, je peux lire des bouquins, rédiger des articles, continuer mes cours, donc avoir un maintien du lien professionnel, ce qui n'est pas possible pour tout le monde, en termes de suivi scolaire des enfants. Et donc, on voit que c'est des conditions de confinement sont très diverses et peuvent produire finalement, en termes de sens, des rapports très différenciés. Donc, Et pour conclure, quelles seraient vos recommandations managériales au regard de ces éléments? Le manager ne peut pas supprimer la subordination. Elle lui est imposée par le droit et que donc pour lui, le lien de subordination apparaît un petit peu comme un donné indépassable. Et donc, c'est une difficulté qui, tant qu'on n'aura pas remis vraiment sur la table ce principe fondateur du droit du travail, continuera de rendre certaines stratégies managériales d'agilité, d'horizontalisation, de libération, quelque part contre-productives ou en tout cas vouées à l'échec. Et alors l'autre voie qui est ouverte par le droit, le droit contemporain ne paraît pas plus prometteuse, puisque cette voie, ce serait au contraire de sortir du droit du travail pour privilégier des collaborations indépendantes. Et donc, ce choix managérial-là, non seulement il est dangereux parce qu'il frôle très souvent avec la fausse indépendance, et donc il y a des risques sur le plan juridique, mais surtout c'est une stratégie qui place les travailleurs dans une situation de grande précarité et une situation d'isolement, puisqu'il n'appartient plus à la communauté des travailleurs et donc il ne peut plus agir de concert. Non, évidemment, ça c'est des constats un peu défaitistes, mais je ne veux pas m'arrêter là. Et je veux dire que ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas un espace pour la créativité et l'imagination managériale. Et pour des réponses de cette discipline et des pratiques aux aspirations grandissantes des travailleurs. Il faut savoir que le droit du travail, il est impératif. Qu'est-ce que ça veut dire, impératif? Ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger dans les pratiques entre les citoyens, y compris dans la sphère économique. Et surtout, en droit du travail, évidemment, pour réduire les droits des travailleurs, même avec leur accord. Donc ça, c'est la notion d'impérativité du droit du travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace énorme pour l'expérimentation sur toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le droit, pour toutes les questions dans lesquelles le droit du travail, finalement, ne s'immisce pas. Il y a des tas de dispositifs qui pourraient être mis en place de participation des travailleurs à l'établissement de leurs horaires, par exemple, des dispositifs créatifs de congés qui finalement font en sorte que tout le monde s'y retrouve. Alors évidemment, pour mettre en place ce genre d'innovation, il faut sortir d'une logique d'opposition selon laquelle toute prérogative qui serait reconnue aux travailleurs, toute prérogative supplémentaire, serait une forme de capitulation nécessaire, une forme de coût qui doit être supporté finalement pour s'assurer la bonne loyauté des subordonnés ou la paix sociale. Ça finalement, ce sont des héritages d'un monde du travail qui ancien et dont il faut essayer de se défaire si on veut vraiment mettre en place de vraies innovations. Je pense que une autre sphère de liberté qui est beaucoup trop négligée et auquel les managers devraient faire attention, c'est le droit des sociétés. Le droit des sociétés est beaucoup moins contraignant que le droit
du travail, puisque le droit du travail, comme il est fait pour protéger, il est impératif, on ne peut pas y déroger. Mais le droit des sociétés, c'est un droit sur mesure, c'est un droit qui est ouvert aux parties qui peuvent redéfinir les contours. Or, le droit des sociétés, c'est super important, c'est là que se dessine l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. Alors, pour réfléchir à l'engagement professionnel, il faut différencier deux aspects. Primo, le rapport au travail professionnel, c'est-à-dire à l'activité proprement dite, souder, faire des soins infirmiers, manager une équipe, etc. Et les relations de travail, qu'elles soient horizontales, entre collègues ou verticales, en lien avec la hiérarchie. Donc, il faut distinguer le rapport au travail du rapport à l'emploi, qui concerne le statut, le contrat, la rémunération, éventuellement le prestige. Le rapport au travail peut être excellent, mais avec un rapport à l'emploi décevant, ou l'inverse, ou aussi on peut avoir deux rapports positifs ou deux rapports négatifs. Alors, ce double rapport au travail et à l'emploi peut évidemment se modifier en cours de trajectoire. Un individu peut, au début de sa vie professionnelle, vouloir maximiser son rapport au travail, même dans des conditions d'emploi peu satisfaisantes, mais une fois devenu parent, plutôt privilégier l'emploi pour assurer un revenu, une sécurité et une certaine respectabilité sociale, pour finalement, plus tard dans sa vie, dans son parcours de vie, quitter un emploi d'apparence très attractif, mais qui est vécu comme vide de sens par la personne. Et je pense qu'il y a là quelque chose aussi à réfléchir en termes de parcours de vie dans le développement des politiques managériales. Il faut par conséquent, d'un point de vue managérial, tenir compte à la fois de cette injonction culturelle à l'épanouissement personnel, y compris au travail, dont on recherche un côté expressif et pas uniquement instrumental, et tenir compte de la revendication à pouvoir combiner ces différents temps sociaux qui se traduisent par, en tout cas pour beaucoup, par la quête d'une conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, y compris du côté des hommes et plus uniquement pour les femmes. Autrement dit, un travail qui est porteur de sens et qui n'est pas en contradiction avec sa vie privée sera alors fortement valorisé et donnera envie de s'y impliquer, en quelque sorte CQFD. Mais alors, que conclure de tout cela? Les deux intervenants s'accordent à dire que le travail et le rapport au travail sont des notions polysémiques qui recouvrent différentes conceptions. Ce qui est en ligne également avec les résultats des analyses des focus group de notre recherche qui témoignent aussi de multiples rapports au travail. Cela étant dit, il tend à exister une conception relativement dominante, car héritée du passé, de ce que doit être le travail et de ce qu'est un bon travail. De façon assez généralisée, dans notre société, nous considérons que l'activité travail se traduit nécessairement par l'emploi. D'ailleurs, il s'agit de la forme de travail encadrée par le droit du travail au sein duquel le rapport instrumental et le rapport d'hétéronomie restent très présents. Ces dernières années, nos experts et notre recherche empirique identifient une tendance générale d'évolution de l'éthos du rapport au travail vers une plus grande importance de l'épanouissement de l'individu ainsi qu'une individuation du rapport au travail. Si cette évolution se traduit par des dispositifs concrets dans les organisations, visant par exemple à une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, des tensions et des incohérences persistent entre les différentes conceptions du rapport au travail qui cohabitent dans les organisations. Dès lors, plutôt que d'encourager certains types de rapports au travail dans les organisations actuelles, nous suggérons plutôt quelques pistes d'action managériale pour permettre d'atténuer, voire d'éliminer, les tensions et incohérences identifiées dans les normes en termes de rapport au travail induites par le contexte organisationnel. Accepter la coexistence de différents rapports au travail et rapports à l'emploi au cours de la carrière des travailleurs et ainsi promouvoir une approche davantage pluraliste du management. Cela peut se concrétiser par exemple par la considération des revendications divergentes des travailleurs à dédier du temps à la vie familiale et à la vie professionnelle. Développer des innovations managériales qui augmentent la participation des travailleurs et permettent la prise en compte des dimensions expérientielles du travail. Par exemple,
Ouvrir des espaces de dialogue aux travailleurs permettant de décider ensemble de ce qu'il est attendu de chacun en termes d'horaire, de disponibilité, ou encore garantir certains droits comme le droit à la déconnexion au travers d'une charte dans l'organisation. Enfin, nous recommandons également aux managers d'assurer aux travailleurs les conditions de travail leur permettant de bien faire leur travail et d'encourager une vision de l'humain au travail comme un être réflexif et digne de respect dans une perspective d'un management humain. Merci à toutes et à tous pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, commentaire ou discussion. Et d'ici à ce que nous puissions nous revoir, portez-vous bien et à bientôt.